Et si avouer sans détour notre retard devenait la clé pour rattraper le temps perdu? Et si, au lieu de craindre le regard du monde, nous faisions de cette lucidité un levier, une arme, un passage obligé vers la dignité retrouvée? Briser le tabou, exposer crûment l'ampleur du décalage, puis transformer ce constat en point de bascule. C'est le pari audacieux que tente le Burkina Faso en l'an 2026. Imaginez un chef d'État, non pas dans une salle feutrée à huis clos, mais devant la planète entière, qui proclame que son pays avance encore au rythme du XVIIIe siècle. Aucun rideau de fumée, aucune statistique enjolivée pour rassurer, aucune promesse tapageuse. Ibrahim Traoré fait le choix d'une transparence radicale, là où tant de dirigeants préfèrent enfouir la vérité sous une avalanche de discours rassurants. Il refuse la facilité des slogans creux. Il refuse de maquiller la situation pour amadouer les partenaires étrangers ou préserver une apparence de contrôle. Ce geste n'est pas une capitulation. Il devient le point de départ d'une mobilisation inédite, un choc salutaire qui secoue les consciences, bouleverse les habitudes et force chaque citoyen à se positionner. Ibrahim Traoré, en refusant le déni, pose la question qui dérange et exige de chacun une réponse. Ce choix est tout sauf neutre. Dire la vérité, c'est accepter de s'exposer. C'est risquer la honte, provoquer l'inquiétude des bailleurs, fragiliser la confiance intérieure. C'est se mettre à nu devant le monde, au risque d'être jugé, stigmatisé ou marginalisé. Mais cacher la situation, c'est s'enfermer dans le surplace, condamner la jeunesse à espérer en vain et perpétuer un cycle d'illusions mortifères. Le Burkina Faso se retrouve ainsi face à un dilemme historique. Accélérer en affrontant la réalité ou s'enliser dans la facilité trompeuse des recettes venues d'ailleurs. Oser la lucidité, c'est aussi choisir l'indépendance, accepter l'épreuve du regard collectif et parier sur ses propres forces. C'est une rupture avec des décennies de dépendance, un acte de foi dans la capacité du peuple à redresser la tête. Pourquoi cette stratégie choque-t-elle autant? Que révèle-t-elle sur la fabrique d'une souveraineté authentique? Pour le comprendre, il faut explorer le contexte inédit de ce choix et les tensions qu'il déclenche, non seulement dans les cercles du pouvoir, mais aussi au sein de la société tout entière. Comment en est-on arrivé à un tel aveu public? Pour le saisir, il faut remonter aux années d'attente, de désillusion et de promesses non tenues. Durant des décennies, le Burkina Faso a vécu dans l'ombre des modèles importés, oscillant entre l'espoir d'un rattrapage rapide et l'amertume des lendemains qui déchantent. Dans la diplomatie mondiale, avouer une faiblesse relève presque du sacrilège. Très peu de dirigeants osent admettre publiquement qu'ils sont en retard, tant l'image de maîtrise prévaut sur l'affrontement sincère avec la réalité. Derrière la façade, pourtant, les difficultés s'accumulent, figées par la peur de perdre la face ou de susciter la critique. Les gouvernements, soucieux de préserver une image de stabilité, cultivent souvent l'illusion de solidité, même lorsque la vérité est tout autre. Ce refus d'assumer les failles, partagé par de nombreux pays, crée un cercle vicieux. Les problèmes ne sont jamais nommés, donc jamais résolus. Le déni n'est jamais neutre. Il coûte des années, des ressources, et parfois l'avenir même d'une nation. Les conséquences sont visibles. Une jeunesse condamnée à attendre, des entrepreneurs à l'impuissance, une société entière à reproduire les mêmes erreurs. Prenons le cas du secteur agricole burkinabé. Chaque année, des tonnes de coton, de sésame ou de karité quittent le pays à l'état brut, générant des revenus infimes comparés à la valeur créée lors de leur transformation à l'étranger. La jeunesse, témoin de cette hémorragie de richesse, se décourage, faute de perspective. L'histoire mondiale ne manque pas d'exemples où la lucidité fut le point de départ d'un réveil national. Le Japon, après plus de 2 siècles d'isolement, a connu le choc de l'ouverture forcée au milieu du XIXe siècle. En acceptant de reconnaître son retard technologique, le pays s'est lancé dans une modernisation fulgurante, connue sous le nom de « Restauration Meiji ». En quelques décennies, il a rattrapé l'Occident, non par miracle, mais par la force d'une prise de conscience collective. La Corée du Sud, elle aussi, meurtrie par la guerre, n'a pu renaître qu'en acceptant son retard sans phare. Dans les années 50, le pays était l'un des plus pauvres du monde.
Aujourd'hui, il figure parmi les leaders mondiaux de la technologie et de l'innovation. Ce basculement n'a été possible qu'à partir du moment où la société a accepté d'affronter la réalité, de repenser ses priorités et de miser sur ses propres forces. Ce n'est jamais l'aveu qui fragilise, mais bien l'inaction. Traoré l'a compris. Tant qu'on refuse de nommer le problème, il s'enracine. Dans chaque administration qui fait semblant d'avancer, dans chaque projet lancé à moitié, dans chaque politique dictée par la peur du regard extérieur. Au Burkina Faso, cette rupture s'est produite avec éclat. Contre toutes les conventions, Ibrahim Traoré n'a pas attendu des conditions idéales ou l'aval d'acteurs extérieurs pour agir. Il a refusé de masquer la réalité afin de plaire aux institutions internationales ou de rassurer les investisseurs. Oser reconnaître publiquement le retard du pays, c'est briser le cercle de dépendance, mais c'est aussi s'exposer à un grand risque. Ce choix oblige à viser plus haut, à tolérer l'inconfort, à secouer des habitudes administratives forgées dans la lenteur. Dans un monde où la façade prime souvent sur la transformation, cette décision devient audacieuse. Traoré parie sur la pression collective et la fierté d'un peuple déterminé à ne plus attendre la solution des autres. Tant que l'on refuse de voir l'ampleur du chemin, chaque jour de retard s'ajoute comme une dette envers l'avenir. C'est toute la trajectoire nationale qui se joue, accélérer ou stagner, choisir l'honnêteté ou le confort trompeur. Mais reconnaître le retard n'est qu'un point de départ. Il reste à savoir comment transformer ce choc de lucidité en élan collectif et en action concrète. Pour y parvenir, il faut revisiter l'histoire, s'inspirer des stratégies qui ont permis à d'autres de sortir de l'ornière et surtout, inventer ses propres méthodes en phase avec le contexte local. La pression n'est pas un fléau à fuir. Elle devient au contraire l'étincelle qui allume le moteur du changement, la force vive qui pousse un pays à s'arracher à l'inertie. Pour Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a plus le privilège de la lenteur. Il compare la situation à celle d'un avion lancé à pleine puissance en bout de piste. Il faut décoller sans attendre ou accepter le crash inévitable. Aucun espace pour l'hésitation. Cette image, loin d'être anodine, résume l'urgence. Le monde ne ralentit pas pour attendre les retardataires. L'accélération n'est pas une fatalité imposée, mais un choix délibéré. Les administrations ne peuvent plus se réfugier derrière des prétextes. Chaque service public, chaque responsable, doit désormais livrer des résultats tangibles dans des délais courts. L'exigence est posée, pour tous, sans échappatoire. Prenons l'exemple du secteur de l'éducation. Auparavant, la réforme des programmes pouvait prendre des décennies, fragmentée entre commissions et rapports sans lendemain. Désormais, il est demandé aux équipes de repenser en quelques mois l'ensemble des filières, d'introduire des modules d'apprentissage adaptés aux besoins locaux, comme l'agriculture de précision, la transformation agroalimentaire ou la maintenance des infrastructures. Il n'est plus question de se protéger derrière la dette ou d'attendre indéfiniment des financements extérieurs. Traoré le martèle, la dette n'est pas neutre. Elle pèse sur l'avenir, elle enchaîne les générations futures et finit par étouffer l'initiative nationale. Ce changement de cap bouleverse les rapports de confiance. Désormais, les ingénieurs, les chercheurs et les producteurs burkinabés endossent la responsabilité. La compétence ne s'improvise pas. Elle se construit dans l'action, sous la contrainte du résultat. Un exemple concret, la construction d'infrastructures, naguère confiée aux entreprises étrangères, est aujourd'hui réalisée par des équipes nationales, même si le coût initial est plus élevé ou le délai plus long. Cette stratégie, inspirée du modèle éthiopien pour la construction de barrages et de chemins de fer, vise à transférer les compétences et à bâtir une autonomie logistique durable. Mais la véritable bataille est aussi mentale. Il s'agit de briser le vieux complexe d'infériorité, hérité de décennies de dépendance. Croire en ses propres forces, c'est déjà ouvrir la porte à des victoires inédites. Les exemples abondent. Dans les années 60, la Finlande, alors un pays rural et peu industrialisé, a fait le pari de miser sur l'éducation, la recherche et les technologies locales pour sortir de la dépendance. Aujourd'hui, elle figure parmi les nations les plus innovantes. Évidemment,
la pression comporte ses dangers. Trop forte, elle peut provoquer des erreurs, de l'épuisement, ou même susciter des résistances. Pourtant, l'histoire enseigne que l'immobilisme et la dépendance coûtent, sur la durée, bien plus cher à une nation. Le vrai défi est donc de transformer cette pression en énergie partagée. Il s'agit de passer d'une attente résignée à une dynamique où chacun se sent acteur du progrès. Les campagnes de mobilisation nationale, les concours d'innovation locale, les plans de formation accélérés, tout vise à impliquer le plus grand nombre dans la marche en avant. Mais cette nouvelle attitude, aussi exigeante soit-elle, suscite des questions et des inquiétudes. Jusqu'où le pays est-il prêt à aller pour rompre avec ses anciens modèles? Et si l'enjeu véritable ne se limitait pas à rattraper le temps perdu, mais à refondre la chaîne de valeur, de la production brute à la transformation locale? Ce pari radical, c'est la clé d'une souveraineté authentique et d'une dignité retrouvée, forgée par la maîtrise de chaque étape. La première rupture, c'est l'abandon du modèle agricole hérité. Fini le cycle où le pays expédie ses matières premières, ne récoltant que des miettes de la richesse générée ailleurs. Désormais, la transformation se fait sur place, pour que la valeur ajoutée reste sur le sol burkinabé. Ce choix crée des emplois concrets, fait émerger de nouveaux métiers et tisse un secteur industriel en phase avec la réalité nationale. Prenons l'exemple du coton. Plutôt que de l'exporter brut, le pays investit dans des filatures locales, des ateliers de confection, des marques burkinabé. Les coopératives agricoles s'associent avec des designers pour créer des vêtements adaptés au marché africain, exportés dans toute la sous-région. Chaque étape de la transformation génère des emplois, développe des compétences et consolide la souveraineté économique. Mais cette transformation ne tient qu'avec une refonte de l'éducation. L'école, la formation technique, la recherche deviennent des leviers de souveraineté. Le Burkina Faso investit dans la connaissance utile, formé pour agir, innover et s'émanciper de l'importation perpétuelle. Chaque filière d'apprentissage s'aligne sur les besoins locaux. Ainsi, de nouveaux cursus voient le jour. Ingénierie agricole, gestion de coopératives, maintenance d'équipements solaires, agroécologie, informatique adaptée aux réalités rurales. Les écoles polytechniques, autrefois rares, essaiment dans chaque région. Les partenariats avec des universités africaines, asiatiques ou sud-américaines renforcent la capacité d'innovation. Dans cette optique, la construction d'infrastructures est désormais l'affaire des Burkinabés. Routes, réseaux, équipements stratégiques. Tout est bâti par des équipes nationales, formées sur le terrain, responsables de leur avenir. Ce choix, plus lent au début, pose les fondations d'une autonomie logistique durable. Chaque chantier renforce la capacité collective à affronter les crises, sans dépendre de l'extérieur. Prenons l'exemple du réseau routier. Au lieu d'attendre des prêts internationaux pour lancer des projets pharaoniques, le pays privilégie des chantiers régionaux, réalisés par des entreprises locales, avec des matériaux adaptés au climat et à l'environnement. Les ingénieurs formés sur ces chantiers deviennent les experts de demain, capables de répondre rapidement aux besoins d'entretien ou d'extension. La sécurité n'est plus un poste isolé. Elle s'intègre au développement. La stabilité du pays rend possible l'investissement, l'apprentissage, la production. Chaque progrès économique alimente la sécurité, et réciproquement. Ce cercle vertueux rompt avec les anciens schémas d'assistance où la sécurité n'était qu'un coût à supporter. Des brigades citoyennes de veille sont créées dans les villages, associant forces de l'ordre, leaders communautaires et jeunes volontaires. Les conflits fonciers sont traités par la médiation locale, réduisant les tensions et facilitant l'accès à la terre pour les projets agricoles. Face à la spirale de la dette, le pays a tranché, accepté un ralentissement initial, refusé les crédits qui enchaînent pour des générations et assumé l'effort sur le long terme. C'est un pari sur l'indépendance, sur la capacité de chaque génération à transmettre une base plus solide à la suivante, sans hypothéquer l'avenir. Prenons le cas du secteur de l'énergie. Plutôt que de signer des contrats d'achat d'électricité sur 20 ou 30 ans avec des multinationales, le Burkina Faso investit dans des micro-réseaux solaires, gérés par des coopératives locales.
Les bénéfices restent sur place, les compétences aussi. La transition énergétique devient un outil d'émancipation, et non une nouvelle dépendance. Ce modèle de développement suscite l'incompréhension, parfois l'hostilité. On accuse le Burkina Faso de s'isoler, de sortir des sentiers rassurants, de prendre des risques inconsidérés. Pourtant, cette réinvention coopérative, sans soumission, redéfinit déjà le débat africain sur la voie du développement. Les risques sont immenses, une erreur, et l'isolement pourrait s'aggraver. Mais la réussite inscrirait un précédent, une école pour tout un continent. Oser sacrifier le confort immédiat pour gagner l'autonomie sur plusieurs générations, c'est changer les règles du jeu. Quelles leçons chaque citoyen, chaque décideur, chaque pays en quête d'émancipation doit-il retenir de ce choix radical? Voici les enseignements essentiels à explorer pour qui veut rompre le cycle de la dépendance. Derrière cette stratégie, il y a des principes concrets, des méthodes et des priorités qui s'imposent. Découvrons ensemble les clés de cette transformation et ce qu'elles exigent de chacun. L'accélération n'est pas qu'une question de vitesse. Elle exige surtout une audace lucide et une discipline partagée. Ces trois forces réunies forgent la seule voie permettant de transformer le destin d'un pays sans sacrifier sa souveraineté. Tout commence par la vérité. Refuser de regarder la réalité en face, c'est s'attacher à ses chaînes. Au Burkina Faso, le choix de reconnaître publiquement le retard n'a pas été une faiblesse, mais l'acte fondateur d'une métamorphose. On ne bâtit ni avenir ni dignité sur des illusions, ni pour soi, ni pour la nation. Mais la pression qui pousse au changement doit venir de l'intérieur. Si elle est imposée par l'extérieur, elle humilie et aliène. Lorsqu'elle jaillit d'une volonté collective, elle rassemble, discipline et suscite l'engagement. Cette contrainte volontaire devient alors moteur de progrès, non fardeau imposé contre son gré. Un des pièges les plus dangereux, c'est la dette qui a servi. Croire gagner du temps ainsi, c'est troquer sa liberté contre une dépendance future. L'investissement patient, même modeste, construit l'autonomie sur le long terme. Refuser l'attrait immédiat de l'emprunt lorsque celui-ci menace la souveraineté n'est jamais facile, mais c'est vital. Prenons l'exemple du Ghana voisin. Dans les années 80, le recours massif à l'endettement extérieur a permis de financer des infrastructures, mais a aussi engendré des décennies d'ajustements structurels douloureux, de coupes budgétaires et de dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux. Le Burkina Faso, en tirant les leçons de ces expériences, fait le choix de la patience et de l'effort endogène. Faire confiance aux talents locaux, même au risque d'erreur, relève d'un choix stratégique. Les compétences ne se donnent pas. Elles s'acquièrent par la pratique, l'échec et la persévérance. Miser sur la formation et l'expérience interne, c'est accepter une lenteur initiale pour forger une expertise solide, car sans cela, l'indépendance reste un mirage. Un exemple inspirant, la Chine, dans les années 90, a choisi de confier la gestion de ses zones économiques spéciales à des ingénieurs et entrepreneurs locaux, formés sur le tas, plutôt qu'à des experts étrangers. Les débuts furent laborieux, mais cette stratégie a permis l'émergence de géants industriels nationaux. Le Burkina Faso tente de s'inscrire dans cette logique, à son échelle et selon ses moyens. Aucune réforme ne réussit seule. Éducation, infrastructure, sécurité, industrie. Séparer ces chantiers, c'est condamner chacun à l'échec. Lorsque tout avance ensemble, les blocages tombent, les synergies émergent et le progrès devient tangible, même si cela exige une coordination immense et des sacrifices collectifs. Prenons un scénario concret. Une région lance simultanément la construction d'une usine de transformation de mangue, la rénovation des routes d'accès, la création d'un centre de formation technique et l'installation d'une brigade de sécurité locale. Chaque chantier soutient l'autre. La route permet d'acheminer les fruits, l'usine crée des emplois, le centre de formation forme les opérateurs, la sécurité rassure les investisseurs. L'ensemble génère une dynamique vertueuse, impossible si chaque projet était isolé. Le choix le plus difficile, affronter la difficulté aujourd'hui pour récolter la liberté demain. Peu de dirigeants osent ce pari, car il expose à des critiques immédiates. Pourtant, c'est ce calcul douloureux qui permet à un peuple de se relever en profondeur.
Celui qui applique ces principes s'expose à des échecs rapides. Mais il n'existe pas d'autre chemin vers un redressement réel, ni vers une indépendance authentique. Le confort rassure, mais il enchaîne. Le courage, lui, libère et remet le pays en mouvement. Pour aller plus loin, quels sont les premiers pas concrets à mettre en œuvre à l'échelle individuelle et collective? D'abord, chacun doit s'informer honnêtement sur l'état réel du pays, refuser de croire aux discours lénifiants et accepter d'identifier les faiblesses propres à son secteur. Ensuite, il s'agit de bâtir des coalitions locales, groupes de producteurs, associations de jeunes, coopératives de femmes. Chaque initiative collective, même modeste, contribue à réduire la dépendance et à renforcer la résilience communautaire. Un exemple simple, dans un village, une association de jeunes décide de transformer les fruits invendus en confiture. Ils se forment auprès d'un artisan local, investissent dans un petit atelier, créent une marque et vendent leur production lors des marchés régionaux. Progressivement, ils embauchent, investissent dans de meilleurs équipements et deviennent un modèle pour d'autres villages. Sur le plan institutionnel, les décideurs doivent instaurer des mécanismes de suivi transparents, des tableaux de bord publics, des bilans réguliers, des consultations citoyennes. Chaque avancée, chaque obstacle doit être partagé, discuté, corrigé collectivement. Cela suppose aussi de récompenser l'innovation, de valoriser l'audace, d'accepter l'erreur comme une étape vers la maîtrise. Les concours d'innovation, les prix pour les meilleures initiatives communautaires, les fonds d'amorçage pour les jeunes entreprises sont des outils concrets pour susciter l'émulation. Enfin, il faut repenser la relation à l'extérieur, non plus comme une dépendance, mais comme une coopération d'égal à égal. Les partenariats doivent être négociés sur la base des besoins réels du pays, avec des clauses de transfert de compétences, de formation locale et de partage équitable des bénéfices. Le prix initial de la vérité a été payé. Désormais, il s'agit de choisir la facilité du statu quo ou la rudesse du courage. C'est ce choix qui décidera de l'avenir du Burkina Faso. Mais la route reste incertaine et chaque décision pèse lourd. À présent, le vrai test commence. Tenir la cadence sans céder aux anciennes tentations. Le Burkina Faso a décidé de courir, sans attendre la permission de quiconque. Et vous, choisirez-vous de patienter ou oserez-vous prendre votre envol? Ce pays a préféré nommer ses retards, là où tant d'autres s'abritent derrière le confort du silence. Il a accepté la lucidité, même brutale, comme point de départ. Ce geste n'est pas une confession de faiblesse, mais une déclaration de guerre contre l'immobilisme. Refuser de voir la vérité, c'est accepter la lente agonie du statu quo. Attendre un miracle venu de l'extérieur, c'est renoncer à sa propre souveraineté, sacrifiant chaque année sur l'autel de l'illusion. Le choix du Burkina Faso. Imposer une pression nationale, comprimer des décennies de retard en quelques années d'efforts acharnés. Personne n'a promis la richesse sans sueur, mais la dignité se gagne dans l'effort. C'est un pari risqué, mais l'alternative est plus mortelle encore. Disparaître à petit feu. Il faut du courage pour nommer publiquement ses faiblesses. Il en faut davantage encore pour les transformer en moteurs collectifs. Ceux qui osent regarder leur retard en face sont les seuls à pouvoir les dépasser. Le vrai péril n'est pas d'avouer ses failles, mais de rester enfermé dans le mensonge, par peur d'agir. Qui aura la force de sortir du confort du déni, d'imposer son rythme et de refuser la facilité de la dépendance? Le Burkina Faso a pris le risque de l'accélération, de l'effort partagé, de l'inconfort. Et vous, à quel moment quitterez-vous la piste d'attente pour décoller? N'attendez pas qu'une permission vienne de l'extérieur. Elle ne viendra jamais. Elle ne peut naître que de vous-même. Oser regarder la réalité en face, c'est s'ouvrir un avenir bâti sur la vérité et l'effort. Là où beaucoup attendent, quelques-uns décident de courir. Qui choisirez-vous d'être? Le Burkina Faso trace un chemin, non sans obstacles, mais avec la conviction qu'aucune transformation durable ne se construit dans le mensonge ou la dépendance. Ce pari, d'autres l'ont tenté avant lui, parfois au prix d'erreurs coûteuses, mais toujours avec la volonté de transmettre à la génération suivante une base plus solide.
À vous d'en tirer les leçons et de décider à votre tour. Attendre ou agir? Rêver ou bâtir? La réponse appartient à ceux qui osent regarder la vérité en face